on est sur une fin de saison assez folle. On a plusieurs fois, Shai, laissé entendre que bon, on aurait pu enlever un mois de la saison régulière. On n'avait pas prévu une fin de saison complètement folle, comme je l'ai dit, à l'Ouest, où aujourd'hui 5 équipes se tiennent dans 2 victoires. Littéralement, les Nuggets pourraient finir dans le play-in. Je ne sais pas si ça, on l'avait imaginé. Et chaque match compte cher. Et du coup, le choc au sommet entre les Lakers et le Thunder hier a été un très beau match, très intéressant pour Los Angeles, avec une victoire à la clé 126-99 contre OKC. Los Angeles qui est plus ou moins en train de peut-être se mettre un poil à l'abri sur cette fin de saison. LA qui est pour l'instant 3e avec cette victoire très convaincante contre OKC. Ouais, le match était bien pour les Lakers parce que c'est un des pires d'OKC cette saison, je pense, parmi ceux qui étaient, particulièrement ceux qui étaient en prime time et contre un adversaire comme ça. Mais t'as raison, je pense, de mettre en avant de donner du crédit aux Lakers parce que certes, le Thunder est dans une phase peut-être un peu de relâchement. La première place à l'Ouest est largement assurée. Il y a bonne chance que celle au général soit assurée aussi. Les Lakers, là, ont vraiment, je pense, fait bonne impression à tout le monde. Dans leur manière de fonctionner à 3, c'était un trio entre Doncic, LeBron et Austin Reeves qui a été très bon. Les role-players autour ont été assez excellents aussi. C'est une victoire importante, je pense, pour les Lakers pour se donner confiance en vue d'un éventuel affrontement à un moment contre le Thunder et même contre les autres bonnes équipes de l'Ouest. Donc, très convaincant. Luka, bon aussi, alors qu'il était sur une période de creux. Je trouve qu'il a fait un bon match quand même. Il finit avec 30 points, il me semble. Ouais. Voilà. Et même si le Thunder a été à côté de la plaque la plupart du temps, ils ont aussi été vraiment bien gérés par les Lakers. Ouais, très bon match de Luka. Il les a lancés complètement. Dans le CQFR de samedi, je crois que c'est celui de samedi où on parle de l'adresse extérieure de Luka. Il drive moins, on le sait. Il va moins souvent au cercle, on le sait. Ce qui compte, c'est qu'il puisse retrouver du coup un peu son adresse à 3 points. Et là, c'était le cas. Alors, il fait 5 sur 11 en total, mais il en a mis très tôt dans la partie et ça a déclenché le run des Lakers, même si ça s'est pas arrêté à Luka Doncic. Ça commence comme ça. Il provoque des switches d'Isaiah Hartenstein. Et mine de rien, tu vois, même quand c'est Hartenstein sur lui, il n'arrive pas forcément à prendre de vitesse, à aller jusqu'au cercle. Par contre, voilà, il y a ces step back à 3 points. Ils sont tombés dedans. Ça a lancé Los Angeles. Finney-Smith et Gabe Vincent ont continué sur cette lancée. Eux aussi mettent 4 paniers à 3 points chacun. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est que J.J. Redick avait le très bon plan de jeu. Je pense que sur le groupe WhatsApp, je crois que j'ai dit J.J. Redick est le meilleur coach de l'Ouest. Je le pense très, très, très sincèrement. Je suis prêt à le défendre face à n'importe quel coach de la conférence Ouest. En imaginant que Greg Popovich n'est plus là et pour l'instant et de toute façon est plutôt sur la fin de carrière. Son plan de jeu, en fait, si je devais résumer ce match, j'ai eu l'impression, alors c'est pas que Redick, c'est aussi le fait que les Lakers sont 3 playmakers d'élite, là où le Thunder en a un. Ça va peser ça en playoff au passage aussi. C'est que les Lakers avaient constamment le bon match-up, en fait. Il y avait constamment le bon tir à prendre et c'était complètement l'inverse pour OKC. J'ai l'impression qu'à chaque fois OKC, à chaque fois j'exagère, mais à chaque fois OKC s'est retrouvé avec le tir difficile. Donc masterclass des deux côtés du terrain. Et je me souviens qu'on a souvent cité la potentielle défense des Lakers parce que je trouve qu'on assimile beaucoup trop présence dans la raquette avec défense, mais il y a plein de joueurs qui défendent aux Lakers. Finney-Smith défend, Gabe Vincent défend, Vanderbilt, qui est même pas forcément primordial d'ailleurs, Vanderbilt juste, mais par contre sur ces 15 minutes, il vient, il défend. Doncic, évidemment, ça peut être un point faible, mais là, il s'est donné et puis il est grand. Hachimura, il défend. LeBron, il est grand. Austin Reeves, il est grand pour son poste et non pas pour sa taille. Donc, cette équipe des Lakers, ouais, elle est capable de matcher la physicalité, la puissance physique du Thunder et elle l'a montré sur ce match. Alors, évidemment, c'est la vérité d'un match. Mais voilà, sur ce match, j'ai trouvé qu'il y avait quand même. C'est une victoire à sens unique, en fait, tout simplement. Mais même, tu vois, même Vanderbilt, c'est vrai que sur ce match-là, en particulier, pas forcément, mais je trouve que c'est le type de mec qui peuvent envoyer sur à peu près n'importe qui sur un match de playoff. C'est hyper précieux. Et il avait été précieux déjà quand il était arrivé il y a 2 ans. Et pour revenir sur Redick, tu sais qu'en plus, moi, je suis vraiment, enfin, j'adore ce mec, je l'adorais comme joueur, j'aimais bien le consultant. J'étais juste un poil surpris qu'il ait le job, enfin, non, pas surpris. Pas non plus agacé, je cherche le bon terme, mais bon, j'aurais voulu que son arrivée en tant que head coach NBA se fasse un peu différemment, avec un truc un peu plus classique, mais c'est un type dans lequel je croyais quand même pas mal. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est le meilleur coach de l'Ouest, mais ce qui est une certitude, c'est qu'il a montré qu'il est un vrai très bon coach d'entrée. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les anciens joueurs qui en général mettent un peu de temps à rentrer dedans et parfois ça marche jamais pour eux. Cette année, il a montré vraiment plein de ressources parce qu'il y a eu des situations difficiles, il y a eu un trade en cours de route, il y a eu des blessures de joueurs importants.
Il y a très peu d'erreurs de sa part. Il a coaché très très juste tout au long de l'année. Je trouvais ça. T'as raison de le mettre en avant. Moi, j'ai hâte de le voir en playoff avec les ajustements et tout. Je pense qu'on va pouvoir encore plus se rendre compte à quel point c'est justement un très très bon coach. Après, bien sûr, avec Michael Malone, avec Tyronn Lue, avec Mark Daigneault, il y a de la discussion, mais honnêtement, je mettrais aujourd'hui J.J. Redick tactiquement devant ces gars-là. Après, voilà, il a trois playmakers d'élite. J'ai envie de parler un peu du Thunder aussi. Le Thunder, cette saison, a perdu seulement 14 matchs, mais par contre, le Thunder a perdu 2 fois contre Minnesota, 2 fois contre Denver, 2 fois contre Houston en prenant en compte la victoire de Houston ce week-end. Ouais. Une fois contre les Lakers avec Doncic, 2 fois contre les Mavericks, si je dis pas de bêtises, ou une fois peut-être contre les Mavs. Bref, et j'en oublie. Et 2 fois contre Golden State aussi. Le Thunder a souvent perdu contre les meilleures équipes de l'Ouest. D'ailleurs, 2 fois contre Minnesota, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est au début, ouais. D'ailleurs, les Lakers ont quasiment le même bilan que le Thunder contre la conférence Ouest. C'est complètement fou parce que le Thunder a 16 victoires de plus que Los Angeles. Mais contre la conférence Ouest, 35-15 pour OKC, 34-14 pour Los Angeles. OKC bat constamment les équipes plus faibles qu'elle. Parce que très bonne défense, parce que les équipes plus faibles n'ont pas souvent le personnel justement pour matcher cette dimension physique. Mais les meilleures équipes de l'Ouest, elles sont grandes. Que ce soit Minnesota, que ce soit Denver, que ce soit les Clippers, que ce soit les Lakers, même les Grizzlies après. Bien sûr que le Thunder, et je ne dis pas que le Thunder a perdu contre ces équipes-là, ou les Rockets notamment, équipes très physiques, très grandes. Le Thunder a du mal quand l'adversaire est capable de matcher. Parce que du coup, notamment même en défense, encore une fois, on l'a déjà vu, c'est le même plan que l'an dernier en fait. C'est le même plan que les Mavs l'an dernier. C'est constamment essayer de faire du mieux possible pour donner des tirs difficiles à lâcher. C'est-à-dire que quand ils drive, on envoie des aides, on n'hésite pas. C'est pas grave s'il y aura un tir ouvert à 3 points. Parce que le Thunder ne punit pas assez à 3 points, en tout cas sur ses joueurs de complément. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. 12 paniers à 3 points en 37 tentatives. Tu vois, ça fait 32%. Après, est-ce que ça marchera 4 fois dans une série? Je ne sais pas. Mais offensivement, le Thunder, avec un seul vrai playmaker d'élite, Jalen Williams, c'est pas loin quand même. On pourrait presque le considérer comme un playmaker d'élite. Et certes, des bons shooters, mais des gars, tu vois, il a shooté en saison régulière. Et puis d'un coup, quand il y a toute la pression des playoffs, tu vois, Chet Holmgren, aujourd'hui, c'est pas un shooter d'élite. Isaiah Hartenstein, c'est pas un shooter du tout. Après Alex Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, c'est quand même des mecs qui sont capables de mettre des 3 points, mais il faut voir jusqu'à quel niveau, il faut voir dans quelles conditions. Et pareil pour Jalen Williams. Et Shea, il a progressé à 3 points aussi, mais de toute façon, s'il y a 50 têtes défensives sur lui. Donc il y a quand même un vrai. Aujourd'hui, il y a quand même une formule qui a fonctionné déjà par le passé, qui fonctionne encore cette saison. C'est intéressant ça en vue des playoffs. Je suis d'accord, c'est un challenge, c'est une question à laquelle ils vont devoir répondre de toute façon sur les séries qui vont venir. Je crois quand même, contrairement à l'année dernière, en plus de l'année d'expérience supplémentaire, les ajouts qu'il y a eu entre Caruso et Hartenstein, qui ont tous les deux manqué des matchs ici et là, je pense quand même que sur une série, ils seront quand même durs à battre. Mais tu soulèves un point qui est vrai. Factuellement, ils ont du mal contre ces équipes-là. Donc, ils vont devoir tout de suite, dès qu'il y aura, alors peut-être pas au premier tour, parce que ça dépendra de l'adversaire. Quoique même déjà au premier tour à l'Ouest, ça peut vite, en fonction de qui finit 8e. Mais c'est des questions auxquelles ils vont devoir répondre. Elles sont légitimes. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la présence d'Hartenstein et Holmgren, contre une équipe des Lakers où tout le monde dit il n'y a pas de pivot, raccourci très simple, les Lakers sont dominés au rebond. Et ils ont pris 8 rebonds offensifs. Alors, le Thunder en prend 9 pour le coup, mais il y a plusieurs rebonds offensifs. C'est des ballons volleyés, parce que quand tu as une équipe qui prend plein de 3 points, de toute façon, ça donne des rebonds longs. Donc, c'est pas nécessairement juste dominer la raquette. Et ouais, malgré la présence d'Hartenstein et Holmgren. Alors voilà, je suis pas en train de dire que le Thunder, d'un coup, n'est plus favori au titre. Le Thunder est évidemment, je pense, le grand favori à l'Ouest, de par sa saison, de par sa défense, de par la profondeur de son effectif. Mais il y a quelque chose à exploiter. Souvent, il y a des espèces de rumeurs un peu ridicules où t'entends ouais, non, mais de toute façon, t'as toujours des insiders, 2-3 insiders te dire non, mais personne n'a peur du Thunder à l'Ouest. C'est surfait, je pense, ce genre de rumeurs. Mais par contre, je pense que les meilleures équipes de l'Ouest ne devraient pas, clairement, ne le feront pas de toute façon, partir perdantes au moment d'affronter le Thunder.
y a des failles. C'est une équipe qui va finir avec 68 ou 67 victoires, mais c'est pas une équipe invincible, clairement. Tu vois, tu joues les Warriors de Kevin Durant, Stephen Curry. Ouais. Tu vois, tu pars pas vainqueur dans ton esprit, quoi. Là, il y a quelque chose à exploiter. Et je voulais ajouter quelque chose, c'est provocateur sur Shai Gilgeous-Alexander. Je l'ai déjà dit, je le redis parce que ça m'a refait penser à chaque fois. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pas sur les grands matchs, pardon. Tu vois, c'était mon impression déjà quand il y avait eu le Canada-France. C'est quand l'équipe adverse fait un run, parce que là, Shai, il fait 26 points, 9 passes. Tu te dis, c'est pas lui qui a été mauvais. Et c'est vrai, il met des paniers. Même en fin de deuxième quart-temps, il relance un peu. Mais quand son équipe encaisse un run et que tu as besoin d'un mec pour mettre un panier, l'échantillon est trop faible pour en tirer un truc définitif. Mais c'est pas la première fois que je me fais la remarque où est Shai. Je pense qu'il est clutch. J'ai pas ses stats dans le clutch, je suis pas allé voir. Bien sûr qu'il est très fort. L'échantillon, je le répète, j'insiste, l'échantillon est très faible. Il me faudrait quelqu'un qui a vu vraiment tous les matchs du Thunder. Et comme il y a beaucoup plus de victoires, et souvent des victoires de plus de 10 points, ils sont pas souvent dans ce truc-là. Mais quand son équipe encaisse un run, c'est pas la première fois que je me demande, mais où est Shai, en fait? Ce que j'allais dire, c'est qu'on sait pas encore vraiment s'il est clutch, parce que les matchs de cette année ont été si peu serrés qu'il y a plein de quatrième cartons qu'il a à peine joué. Mais ouais, à nouveau, c'est un défi auquel il va être confronté, et c'est des questions légitimes qui sont, pour tous les grands joueurs qui arrivent dans la force de l'âge et dans les situations comme ça, il va devoir répondre à ça. Si on le voit pas clutch, si on le voit disparaître de match, bah, il faudra relativiser un peu ce qu'on a vu en saison régulière. Mais bon, pour l'instant, je garde confiance en cette équipe et même en Shai. Mais je dis pas que t'as pas raison de soulever ces interrogations. De toute façon, quand on fera les previews, évidemment qu'on mentionnera ces interrogations-là. C'est pas une équipe qui, j'ai beau les voir aller loin, voire même jusqu'au titre, potentiellement. Je suis conscient qu'il y a des interrogations et des petits red flags. Allez, beaucoup de matchs, on peut peut-être enchaîner un peu plus vite. C'était vraiment le match le plus intéressant de la soirée, mais il y avait quand même un choc entre les Rockets et les Warriors. Et grosse performance des Rockets, qui décidément, après avoir battu le Thunder, on l'a battu les Warriors 106-96 en étouffant complètement l'attaque globale même des Warriors, et surtout Stephen Curry qui termine à 1 sur 10 avec une défense très physique, à la limite de la légalité. Au-dessus, diront les Warriors. Après, voilà, c'est à l'appréciation de chacun, mais défense très physique et belle performance du coup de Houston qui gagne à l'extérieur. Quand Houston peut défendre comme ça et dans cette disposition-là, ils sont quand même bien emmerdants. Ce sera pareil dans une série de playoffs. Hein. Il y a toujours les limites offensives qu'on a évoquées, hein, le jeu demi-terrain. Enfin, c'est voilà. Mais là, comme ça, sur un soir comme ça, c'est chez les Warriors en plus. Ils ont joué vraiment, ils ont joué le coup à fond défensivement très dur. Et puis bah voilà, ils limitent les Warriors sous les 100 points. Curry a 3 points en 33 minutes à 1 sur 10, ça doit faire longtemps que ça lui est pas arrivé. Même avec le ballon, il était un peu maladroit. Butler a pas pu sauver la situation. Sur le banc, bon, Buddy Hield et Payton ont été intéressants, mais sinon ça a été un peu timide, on va dire. Non, c'est les Rockets. Moi, c'est pour ces matchs-là que je les aime bien. En fait, c'est pas très beau à voir, mais c'est là, ils ont verrouillé la deuxième place. Ils méritent d'être là où ils sont avec tout ce qu'ils ont produit cette année. Même si c'est pas le jeu le plus sexy de la ligue, c'est une belle récompense pour ce qu'ils ont accompli. Et je trouve que ce match-là, ça représente très bien cette équipe des Rockets. Ouais, et, clairement. Et t'as mis le doigt, je pense, quand t'as dit quand les Rockets peuvent défendre comme ça. Pas toujours. Et le peu, je pense, en fait, c'est l'arbitre le facteur. Le facteur, ça va être à quel point les arbitres vont laisser, permettre ce type de défense. Et si c'est le cas, effectivement, les Rockets, bah, là, on est dans leur élément. Et il peut y avoir de la beauté dans ce genre de choses, d'ailleurs. Hein. C'est aussi beau de voir une équipe qui est capable de mettre une telle intensité défensive. En tout cas, belle victoire de Houston, qui donc ce week-end avait déjà battu OKC. Donc, belle dynamique avant d'attaquer les playoffs pour les Rockets, qui effectivement, eux, ne sont pas dans cette espèce de nœud entre la 3e et la 8e place. J'en profite au passage pour dire vraiment, les Kings et les Mavs ne devraient pas avoir le droit de faire le play-in. C'est un crime de se dire que les Kings et les Mavs vont pouvoir faire le play-in, alors qu'aujourd'hui, Memphis 8e pourrait encore finir 3e ou 4e. Enfin, bref, surtout 4e d'ailleurs. Parce que je disais, les Lakers se sont mis à l'abri, pardon, je précise. Les Lakers vont sans doute terminer premier de leur division. Et en cas d'égalité, le titre de division te confère le droit d'être classé devant, si jamais, parce qu'on peut se retrouver avec 5 équipes à égalité à 49 victoires là, à la fin de la saison. C'est tout à fait probable. Les Nuggets,
toujours une équipe de l'Ouest sur la mauvaise pente, défaite de Denver contre Indiana, 125-120 pour les Pacers. C'est la 4e défaite de suite pour les Nuggets. Et du coup, le timing est terrible parce que les Nuggets peuvent encore terminer dans le play-in, Shai. Bon, c'est peu probable, mais s'ils perdent, si sur les 4 matchs qui leur restent, ils en perdent 3, sachant que Jamal Murray reviendra peut-être pas, sans doute pas. Sans doute pas. Les Nuggets seraient dans le play-in, quoi. Mais tu vois, il y a quelques jours, on disait, est-ce qu'une telle équipe calcule pour machin? En fait, ils calculent pas, ils sont en panne. Enfin, ils ont du mal. À part Jokic qui est incroyable, il fait encore un match qui a aucun sens. Ils sont dans le dur, ils ont du mal. La 4 défaites de suite, c'est le pire moment, tu l'as dit, pour faire ça. 41 points, 15 rebonds, 13 passes pour Jokic, et même Christian Brown qui élève un peu le niveau, 30 points. Derrière, contre une bonne équipe d'Indiana, Siakam jouait pas, hein, donc il n'y a même pas le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Ils sont un peu. Ils sont à Liberton sur le match en termes d'adresse. Il met que 9 points. Il fait 14 passes, mais et puis il y a des mecs qui step up à Indiana aussi de partout. Obi Toppin fait un très bon match aussi. Mais ouais, Denver est pas bien et pour le coup, là, on est sûr que c'est pas du calcul, quoi. C'est juste qu'ils vont pas bien. Il y a Denver, trop de laxisme défensif. C'est terrible de prendre autant de points chaque soir. C'est pas juste Jamal Murray. C'est pas Jamal Murray qui va changer. Et c'est pas Jamal Murray qui va changer effectivement les problèmes défensifs des Nuggets. Par contre, avec Jamal Murray, il y aura peut-être un peu moins de dépendance s'il y a un très bon Murray de Jokic. C'est-à-dire que là, Jokic porte cette équipe. Alors, il y a un turnover à la fin qui implique justement Christian Brown et Jokic. Brown qui lit mal l'action, qui bouscule Jokic au moment où il fait sa passe sur Westbrook. Donc, la balle sort. Il y avait 122-120 en faveur de Indiana. Et il restait 15 secondes. Denver avait une occasion d'égaliser ou de repasser devant. C'est un turnover qui fait mal. Et c'est une défaite qui fait mal pour Denver. Tu n'attaques pas les playoffs dans les meilleures conditions. Si jamais playoffs, tu dois... Voilà, Après, le scénario le plus probable, ça reste quand même que Denver termine 4e. Ils ont une victoire d'avance sur les équipes qui les précèdent. J'avais ouvert le calendrier, je l'ai fermé. Je ne sais plus contre qui Denver joue. Il y aura... c'est dommage, c'est bête. mais effectivement... ils vont à Sacramento au prochain match. Ça, en fait, quel que soit l'adversaire, de toute façon, pareil, les Nuggets ont montré quelques failles susceptibles d'être exploitées. C'est pas simple les derniers. Ils ont 3 matchs. Donc à Sacramento, ils reçoivent Memphis et ils vont à Houston. Il y en a 4 normalement, non? Il leur reste 4 matchs, je crois. Là, je vois non, il leur reste 3 matchs. Il leur reste 3 matchs. T'as raison, il leur reste 3 matchs. Ouais. C'est pas le plus simple des calendriers, effectivement. À voir ce que ça donne pour Denver. Allez, cette fois-ci, on peut enchaîner en plus rapide. Chicago a battu Charlotte 131-117, 37 points Kobe White, l'homme qui est toujours aussi chaud sur cette fin de saison, 23 points, 10 rebonds, 8 passes de Josh Giddey qui lui aussi cartonne. Du côté des Français, on a 8 points, 7 rebonds de Moussa Diabaté, 6 points, 6 rebonds, 3 passes de Tidjane Salah. Tu me dis si tu veux dire quelque chose. Tu peux avancer. Les Hawks ont battu le Jazz 147-134, personne n'était venu pour défendre. 23 points, 15 passes de Trae Young, 27 points, 12 rebonds d'Onyeka Okongwu qui il a complètement fait oublier Clint Capella. Je sais même, Capella, de toute façon, je crois, est out, mais bon, Okongwu a enfin vraiment pris la place de titulaire. 16 points de Zachary Rizaché en 22 minutes, 6 sur 12, 16 points. Relève un petit peu la barre après 2 matchs plus délicats. Boston a battu Washington 124-90 en mettant 24 paniers à 3 points. Pareil, ça finit très fort Boston la saison. 19 points de Derrick White, 20 points de Peyton Pritchard, 16 points pour Alex Sarr à 7 sur 17, 2 sur 9 à 3 points, mais 16 points quand même. Il finit meilleur marqueur de son équipe d'ailleurs. Sans Tatum, les Celtics. Ouais, sans Tatum. Donc, de toute façon, je pense que contre les Wizards, ils peuvent jouer avec leur équipe B. Les Kings ont encore battu les Cavs. Sacramento y arrive bien contre Cleveland. C'est leur 2e victoire contre Cleveland. 120-113, 37 points de Zach LaVine, 11 dans le Money Time, 28 points de DeMar DeRozan, 27 points pour Domantas Sabonis. DeRozan 26e meilleur marqueur de tous les temps désormais. Il a dépassé Jerry West. Ouais, sa longévité qui paye. Bon. Du coup, les Kings repassent 9e. Important parce qu'il y a aussi une petite lutte pour le play-in, même si là, avec la défaite de Phoenix dont on va parler, on se rapproche quand même de Sacramento et Dallas qui vont se partager 9e, 10e place. Voilà, à voir qui va recevoir sur ce match de play-in. Mais je le répète, ce match de play-in ne devrait même pas avoir lieu. C'est fou de se dire que ces équipes ont une chance. Parce qu'il y a une des équipes potentiellement qui pourrait être éliminée entre les Clippers, les Grizzlies, les Timberwolves, les Nuggets.
Les Warriors, parmi ces équipes-là, il y a une équipe qui pourrait être éliminée et ne pas jouer les playoffs, tout ça sur un match sec après avoir été quand même très bon toute la saison. Bon, après, c'est la règle. Portland a battu San Antonio 120-109. Stephen Castle s'est complètement mis à l'abri pour le trophée de rookie de l'année. Il a fait encore 22 points, 7 rebonds, 5 passes. Du côté de Portland, il y a Shadon Sharp, 21 points, 10 rebonds, 6 passes, 23 points, 10 rebonds pour Toumani Camara. Ryan Rupert recommence à jouer un petit peu, 7 points, 3 rebonds, 3 interceptions. Et Shai, du coup, les Knicks ont battu les Suns 112-98, malgré 40 points de Devin Booker. Il y a eu le retour de Jalen Brunson du côté des Knicks, donc ça c'est la bonne nouvelle. Il rejoue, il va pouvoir se remettre un peu dans le rythme avant dans les playoffs. 50e victoire de la saison pour New York. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose sur les Knicks. Non, mais le retour de Brunson est bien calculé. Ils ont pas précipité. À la base, c'était une entorse. On avait parlé de 15 jours. Finalement, il a quand même manqué un mois, mais là, je pense qu'il va effectivement avoir le temps de revenir en pleine forme physique avant les playoffs. C'est évidemment très très important. Même si là, il y a un joueur qui est il est énorme depuis quelques matchs avec New York, même dans des proportions dans lesquelles on l'avait jamais vu avant. OG Anunoby, franchement, les derniers matchs des Knicks là. Il est agressif offensivement. Avant, c'était surtout un super défenseur qui mettait ses shoots, en gros, quand il était à son meilleur niveau. Là, j'ai l'impression qu'il met 30 points à chaque match et qu'il rate rien, quoi. Il est excellent. Il en a mis 32 là sur le dernier match. Et sur les 5 derniers, il est à 27 points, 59% au tir, 50% à 3 points. Ça, voilà. C'est sur les 5 derniers, avec 4 victoires des Knicks. Il a aussi dit qu'il mériterait d'être Deepoy. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il a dit je suis le meilleur défenseur de la ligue, je mérite d'être Deepoy. Ça a fait un flop complet, ça déclare. Je ne savais pas qu'il pouvait parler déjà. Nunobi, j'avais jamais entendu parler quasiment. Je ne connais pas le son de sa voix, tu vois. Donc ça a dû passer inaperçu, effectivement. Dernier match de la nuit, c'était les Bucks qui ont battu les Pelicans 111-107, sans Yanis, avec 29 points de Gary Trent Jr. Ouais. Yanis qui sort après repos bien mérité après 2 énormes triple-doubles. Je vais juste donner, avant qu'on passe à la NCAA, je vais donner un peu le classement à l'Ouest. Donc, troisième, on a les Lakers avec 48 victoires et 30 défaites. Les Lakers sont premiers de leur division. Donc, a priori, Los Angeles est quand même dans une très bonne position pour terminer troisième de sa conférence. Derrière, on a les Nuggets, quatrième, avec 47 victoires, 47 victoires et 32 défaites. Ensuite, on a les Clippers 5e, 46 victoires, 32 défaites. En fait, là, on a 4 équipes à égalité. Les Clippers sont 5e, 46-32. Les Warriors 6e, 46-32. Les Timberwolves 7e, 46-32. Les Grizzlies 8e, 46-32. Si toutes ces équipes terminent à 49 victoires, on aurait LA qui serait 3, Minnesota qui serait 4, parce que pour départager, tu passes sur le pourcentage. D'abord, il y a le titre de division et après le pourcentage. Il y a le titre de division qui te place devant, donc Los Angeles serait devant. Et ensuite, tu as le pourcentage dans les matchs entre ces équipes qui sont à égalité. Et du coup, Minnesota, vu que Minnesota a cartonné Denver à chaque fois, je crois qu'ils sont à 4-0 contre Denver, Minnesota serait 4e. Je crois qu'on aurait les Clippers 5e. Et après, j'ai un doute. Et après, j'ai un doute sur qui serait entre les Warriors et les Nuggets. Je crois que les Nuggets finiraient dans le play-in si c'est 49 victoires. Il sera temps de faire des calculs. Ouais. T'inquiète pas. On verra ça, c'est si jamais les équipes finissent. Mais voilà, on a une conférence Ouest sacrément serrée. On peut maintenant passer à la NCAA avec la fin de la March Madness. D'abord chez les filles, UConn sacré en battant South Carolina 82 à 59. Ouais, je suis évidemment super content parce que elles ont eu tellement de poids cette galère depuis le début, depuis l'arrivée de Paige Bueckers en 2020. Elle s'est blessée plusieurs fois, des joueuses majeures autour se sont blessées. À chaque fois, il y avait quand même Final Four. Enfin, à chaque fois que Paige Bueckers était là en début de saison, il y a eu Final Four. Là, en plus, superbe affiche contre les championnes en titre. Enfin, c'était ça faisait quasiment 10 ans qu'elles n'avaient pas gagné, alors que c'est quand même une place forte. C'est le 12e titre pour UConn. Et elles ont fait un match tout le tournoi. De toute façon, elles ont été incroyables et très 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 dominantes. Et là, ça finit sur un 82-59. On parle beaucoup de Paige Bueckers parce que c'est la meilleure joueuse de l'équipe, c'est la leader de cette équipe, mais c'est même pas elle qui finit MOP, Most Outstanding Player. C'est Azzi Fudd qui est un autre phénomène, la meilleure shooteuse universitaire et probablement. Alors il y a Caitlin Clark en WNBA, mais quand Azzi Fudd va arriver, ça peut faire des concours All-Star Game tous les soirs. Ça peut être assez incroyable. Azzi Fudd qui est donc MOP avec 24 points. Et Timo, petite touche française quand même, parce que j'ai appris il y a quelques jours seulement que Sarah Strong, donc la freshman de UConn, qui est la fille de Alison Pfister, qui a joué de longues années en France, et de Danny Strong, qui a aussi joué en France, a un passeport français. Donc il y a une petite touche française
à UConn. Et c'est une des meilleures freshman qu'on a vues depuis très 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 longtemps. Une future first pick de draft aussi. Et, elle finit avec, je te donne ses stats, 24 points, 15 rebonds, 5 passes, 3 contre, 2 interceptions à 10 sur 15. Elle a fait que des masterclass tout au long du tournoi. Et c'est une freshman. Elle est incroyable, capable de jouer poste 4 un peu partout. Donc UConn, voilà, c'était émouvant de voir Paige Bueckers et Gino Riemer s'enlacer après toutes ces galères. Elle est sortie en pleurant parce que forcément, elle va se présenter à la draft dans une semaine tout pile. C'est ça aussi, c'est l'enchaînement NCAA, WNBA. Elle sera évidemment first pick chez les Dallas Wings et ça a conclu magnifiquement une aventure qui a été un peu plus, qui a connu plus d'obstacles que prévu vu le niveau qu'elle a. Elle aurait dû avoir peut-être pas autant de titres que les 4 de Brianna Stewart, mais déjà un titre, ça lui permet d'être dans la légende des joueuses de UConn avec les Taurasi, Bird, Moore, Stewart et compagnie. Et chez les garçons, on a la finale, ce sera Florida contre Houston. Ouais. Duke et Cooper Flagg ne seront pas au rendez-vous parce que les Blue Devils se sont complètement foirés contre Houston. Ouais. Défaite contre Houston 70-67 alors qu'ils avaient complètement le match en main. Ils avaient 14 points d'avance. Ils avaient encore 6 points d'avance à 34 secondes de la fin. Puis il y a eu un enchaînement. Alors bon, sur toute la fin de match, sur les 10 dernières minutes, je crois que Théo nous parlait des stats avant le début du match. Un seul panier, donc ils se sont complètement éteints. C'est aussi dû à la très très bonne défense de Houston qui a vraiment haussé le niveau à ce moment-là. Mais ouais, Duke s'est liquéfié. Flagg n'a pas réussi à sauver les meubles. Il y a quelques actions contrariantes pour eux, clairement. Il y a une faute qui est sifflée contre Flagg sur un rebond où il arrache le ballon, mais il y a pas faute et derrière ça permet à Houston de repasser devant. Ils se sont liquéfiés. Il y a quelques situations contrariantes, mais globalement, c'est quand même le Duke qui perd ce match un peu tout seul, voilà, malgré les 26 points de LJ Cryer dont on avait parlé dans la preview avec Lohan en début de tournoi. Et c'est Houston qui va en finale. Houston qui a jamais gagné le titre NCAA et qui va avoir un shot, mine de rien. Ouais, contre Florida, Cooper Flagg, il termine avec 27 points, 7 rebonds quand même sur ce match. C'est lui le seul qui a marqué un panier durant les 10 dernières minutes. Il a mis 3 points. Par contre, c'est aussi lui qui a raté le game winner, le potentiel game winner. Voilà, il est un peu short. Ça s'arrête là. D'ailleurs, au passage, sur toutes les rumeurs, est-ce qu'il reviendra à Duke, etc. Il a dit qu'il serait très heureux d'être drafté par n'importe quelle franchise NBA. Donc, évidemment que Cooper Flagg sera à la draft. Et je mets une petite pièce en finale sur Florida au passage parce que eux aussi, ça a été chaud contre Auburn. Hein. Parce que t'as vu les images de Charles Barkley devant la fac d'Auburn, son université. Voilà. Il y a Walter Clayton Jr. qui est un pétard ambulant depuis le début du tournoi. Il a mis 34 points. Il avait mis 30 et quelques aussi au dernier match. C'est la première fois depuis Larry Bird qu'il y a un mec qui, à ce stade de la compétition, marque au moins 30 points sur 2 matchs de suite. Et donc, il y aura une finale Houston-Florida. C'est la nuit prochaine, directement à 2h50. Assez ouverte. Mais je mets une petite pièce sur Florida pour l'expérience de la gagne un peu. C'est une fac qui a l'habitude de gagner. C'était mon pick quand j'ai fait mon bracket. J'ai mis Florida vainqueur. J'aurais peut-être potentiellement le bon vainqueur. Bon, magnifique. Après, c'était tête de série. C'était pas non plus un exploit. Et Walter Clayton Jr., il a une bonne dégaine d'un mec qui va aller mettre des cartons en Euroleague un jour ou l'autre. Ou en NBA Europe. Ça ressemble au gars qui va jouer à Žalgiris et qui va tourner à la 33. qui va me faire des cartons à 33 points en Euroleague. On va s'arrêter là. Juste tout petit mot, parce que c'est marrant le timing, mais dans le CQFR de samedi, il y avait une question sur les 50, 40, 90. On avait mentionné Elena Deledon. Elle a pris sa retraite. Ouais. Voilà. Vu que c'est ma joueuse préférée, je le mentionnais quand même. Une joueuse incroyable, mais qui a été freinée par les blessures, la maladie de Lyme et tout un tas de problèmes. C'est évidemment une fille qui entrera au Hall of Fame dans quelques années. Comme dans la prochaine promo, Dwight Howard, Sue Bird, Sylvia Fowles, Maya Moore, Carmelo Anthony, voilà, on reparlera largement de cette cuvée qui est très sympathique. C'est pas la meilleure, mais c'est une de celles qui me plaît le plus depuis longtemps. Ouais, c'est vrai, il y a du talent quand même. Ouais. On est sur une belle cuvée. On se retrouvera cet après-midi pour un podcast. Donc soyez au rendez-vous sur la chaîne Basket Session et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.